matin. Les agents et cadres de la Banque centrale du Congo, siège de Kalemi, viennent de déménager. Ils ont désormais un nouveau bâtiment administratif moderne. C'est un bâtiment de 200 mètres carrés de 2 étages. Il a été inauguré par le président de la République. Les images à suivre au début de ce journal. Également, l'honneur de votre secteur. C'est un véritable coup dur pour le secteur de l'enseignement primaire et secondaire de la province du Tanganyika. 108 écoles viennent d'être détruites par les débordements des eaux du lac Tanganyika. Une situation qui pousse aujourd'hui de nombreux élèves d'étudier dans des conditions précaires. On y revient dans un instant. Et enfin, une quarantaine de personnes ont subi des interventions chirurgicales 100% gratuites pour la réparation de la fente des lèvres de la bouche, connue sous le nom de bec des lièvres. Les interventions se sont déroulées à la clinique Ngalima par des médecins congolais et kenyans. Ces patients sont venus de la province du Kwilu, Kwango, Bandundu et Kassaye. Tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur le régional radio-télévision nationale congolaise. Les agents de la Banque du Congo, siège de Kalemi, viennent de déménager. Je le dis à l'ouverture de ces journaux, ils ont désormais un nouveau bâtiment administratif moderne. C'est un bâtiment de 200 mètres carrés de 2 étages. Il a été l'édifice n'abrite pas seulement le service de la banque, mais aussi pour des autres de marques, comme le dit Blantinzov. Un nouvel édifice sorti des terres en plein centre-ville de Kalemi, le nouveau bâtiment administratif de l'agence autonome de la Banque centrale du Congo est un immeuble de 2 étages situé sur l'avenue de la Révolution au quartier Fataki 1, commune de Kalemi, en plein centre commercial et administratif de la ville. En présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Madame Marie-France Kabedi Malangou, indique que ce bâtiment de 200 mètres carrés, acquis sur fonds propres, s'inscrit dans le cadre de la noble vision du président de la République visant l'amélioration des conditions de travail et de qualité de vie de son peuple. Et le fruit d'un besoin exprimé par l'institution monétaire de doter à son agence commerciale de Kalemi d'un édifice modernisé en assurant un de confort au personnel. Ce que vous allez inaugurer aujourd'hui s'inscrit dans votre noble vision visant l'amélioration des conditions de travail et la qualité de vie du peuple congolais. C'est dans ce cadre que s'appréhendent les efforts de la Banque centrale d'offrir ainsi aux personnels les meilleures conditions de travail pour plus d'efficacité dans les services qu'il doit rendre à la population, au trésor public et à tout le système financier, tout en élargissant la représentation de la Banque centrale du Congo sur le territoire national. Le nouveau bâtiment administratif de la Banque centrale du Congo de Kalemi, inauguré en ce jour par le chef de l'État, abrite non seulement les services de la banque, mais aussi des appartements pour ses hôtes de marque. La Banque centrale, en tant qu'entreprise autoritaire de régulation et de supervision du système financier congolais et comme institut d'émission de la monnaie nationale, compte 1710 agents et cadres au siège de Kinshasa à l'hôtel de Monnaie dans les entités provinciales réparties dans les différentes provinces et dans les agences autonomes, y compris celle de Kalemi. Tous les responsables de services de sécurité des forces armées de la province du Tanganyika étaient autour du chef de l'État. Ensemble, ils ont fait les tours d'horizon de la situation sécuritaire de la province. Au cours de ces conseils de sécurité, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné de nouvelles instructions pour sécuriser la population. Les comptes rendus de cette réunion avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. On écoute Jacques Menchabani. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagnés par le gouverneur de la province, pour faire le tour d'horizon
de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire, et à cette occasion il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions, parce que autour de la table il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à leurs préoccupations. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. De la joie, du sourire, de l'effervescence hier à Motoua, toujours dans le Tanganyika. La population de ce coin vient d'être dotée pour la toute première fois de l'histoire d'un nouveau centre de santé moderne. Ce centre de santé est construit dans le cadre du PDL 145 territoires et il est mieux équipé en équipement matériel. Il a été inauguré par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore une fois de plus, Blandine Zofre. Motoua, comme de nombreuses localités rurales de la République démocratique du Congo, souffre d'un manque d'infrastructures de santé. Les habitants, particulièrement les femmes, devaient parcourir 30 km pour se rendre à Kalemi pour recevoir des soins de base, dont les consultations prénatales et même, le cas échéant, les accouchements. Cette situation a entraîné des retards dans le traitement des maladies graves et souvent cela a coûté des vies. La construction de ce centre de santé représente donc un tournant historique pour la communauté, car c'est une solution concrète aux problèmes de santé que subissait la population locale. C'est toute la population du territoire de Kalemi qui remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il a fait pour notre territoire. Je pense que beaucoup ne croyaient pas. Aujourd'hui, vous-même vous voyez, derrière moi nous avions le centre de santé moderne qui va accueillir les fils, les filles, toute la population. Le FEDEL, c'est le développement local. Donc voir les territoires, les villages, permettre à ce que celui qui vit dans ces villages ait le soin de santé comme celui qui est en Afrique du Sud. Et nous avons vu ça. Nous avons vu en termes d'équipement qu'on a mis dans ces centres de santé, il n'y en a pas dans les grands hôpitaux à Kalemi. Sentiment d'un devoir accompli pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a inauguré ce centre de santé moderne, le premier du genre dans le territoire de Kalemi, construit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Cette nouvelle structure médicale va offrir des soins de santé de qualité et de proximité en faveur des habitants des 31 localités du territoire de Kalemi. Pour le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique, l'établissement médical a la capacité de faire des accouchements césariennes et surtout de faire tous les tests de laboratoire qui peuvent couvrir 90% de maladies. Le centre de santé de Motoua, tel qu'il est, malheureusement, il est déjà mieux équipé que même l'hôpital général de référence. C'est pour vous montrer que c'est pas parce que ça paraît petit, mais c'est parce que c'est beaucoup plus efficace et ça va couvrir la population du coin pour éviter que les gens fassent de grandes distances pour des maladies qui peuvent être soignées à ce niveau. Donc c'est pour cela que le président de la République vient voir comment est-ce qu'on peut visiter le premier que nous avons équipé et que nous allons effectivement réaliser au niveau du pays. Le centre de santé de Motoua est équipé notamment des salles de consultation, d'une salle d'accouchement et d'une pharmacie. Il disposera également d'un personnel médical formé pour répondre aux besoins de la population, notamment en matière de santé maternelle et infantile. Ce programme structurant du PDL 145 territoires sera dupliqué dans d'autres territoires de la province du Tanganyika. Prochain sur la liste, les territoires de Nyunzu et de Moba. Le président Tshisekedi matérialise ainsi un de ses engagements du son quinquennat, celui de faciliter l'accès de tous aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'eau ou l'électricité.
taux d'exécution des recommandations de la 10e session des conférences des gouverneurs demeure encore faible. Une année après sa tenue, sur les 17 recommandations, seulement 5 ont été exécutées. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, l'a dénoncé devant tous les gouverneurs au cours de la 11e conférence qui se tient actuellement à Kalemi. De détails avec Bobo Anan Mokondi. Cette 11e session de la conférence de gouverneurs est une occasion propice pour faire l'évaluation de la session précédente. C'est ce qu'a fait le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani, en présentant les rapports d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la 10e session devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a rendu hommage pour la convocation de cette session. Le patron de sécurité a déploré tout de même les faibles taux d'exécution des recommandations issues de la 10e session en novembre 2023 à Kinshasa. En ce qui concerne la mission politique administrative, sécuritaire et culturelle, 26 sont en cours d'exécution. 11 fondations n'ont connu aucun début d'exécution, soit 28,8%. Pour ce qui est de la promotion socio-économique et financière, sur 10 recommandations formulées, seulement 5 ont été exécutées et seulement 5 sont en cours d'exécution. Et 6 n'ont connu aucun début d'exécution, c'est-à-dire 41,2%. Cette intervention du vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Jacquemain Chabani a laissé la place aux échanges constitués notamment des explications sur les relations entre les chefs des exécutifs provinciaux et le gouvernement central. Jacquemain Chabani a également salué les efforts de la chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui a pu faciliter l'organisation des mises en œuvre des recommandations de la 10e session de la conférence de gouverneurs. Au sommaire, c'est un véritable coup dur pour les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel de la province du Tanganyika. Au total, 108 écoles viennent d'être détruites par le débordement des eaux du lac Tanganyika. Une situation qui pousse aujourd'hui de nombreux élèves d'étudier dans des conditions précaires, constaté par le ministre des tutelles lors de sa descente sur place. Anastasie. Plus de 108 écoles détruites par les inondations au Tanganyika. La délocalisation de ces écoles s'avère nécessaire. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a visité une école sinistrée où elle a rencontré de bureau de l'UNICEF de Kalemi pour évaluer la coordination des actions amenées par le gouvernement et ses partenaires, afin d'assurer la continuité des enseignements. Benoît Deundo, chef de l'UNICEF Kalemi, a salué la collaboration. Il était question d'échanger avec elle sur l'impact des urgences sur l'éducation dans la province. Avec elle, nous avons passé la vue tout ce que l'UNICEF fait en appui bien sûr au gouvernement pour apporter des solutions aux enfants ou bien même à l'école et dans le cadre des urgences. Nous lui avons présenté la situation dans la province en termes de nombre d'écoles détruites par le débordement du lac Tanganyika. Pour la durabilité donc de nos interventions, nous avons appuyé la construction d'un certain nombre d'écoles, 900 salles de classe que nous avons construites pour permettre aux enfants d'étudier dans des conditions optimales. La ministre d'État a commencé la journée de travail par une visite de l'école primaire Katana Bénin 1 où elle a inspecté la cantine scolaire installée par le programme mondial alimentaire. L'RDC apporte son soutien à l'Égypte pour occuper le poste de la présidence de la Commission de l'Union africaine et aussi pour l'adhésion du pays des pharaons au Conseil des droits de l'homme. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, l'a dit à son homologue égyptien lors de son séjour à Caire. D'autres détails avec Anim Balaka. En séjour officiel en Égypte, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a été reçu le mercredi 27 novembre 2024 par le président de la Chambre des représentants égyptienne, le Dr Anna Figué, avec les son speaker de base du Parlement congolais, a été accueilli sur la gestion de la nouvelle Chambre des représentants
pays des pharaons. Puis cette coopération doit avoir d'autres horizons. Nous apprécions sa juste valeur l'appui de l'Égypte à la souveraineté de la République démocratique du Congo, à l'intégrité de la nouveauté du Congo et son sous sa faille vis-à-vis de l'agression que nous sommes de Rwanda. D'ailleurs, l'Égypte a marqué sa réponse pour les lui accordés par la République démocratique du Congo pour la signature de l'accord sur la coopération dans les bassins du fleuve Nil et sur la candidature égyptienne au poste des directeurs de l'UNESCO. Le Parlement a aussi un rapprochement entre le président Antoine Tshisekedi et le président égyptien Abdel Fattah Sisi, en tant que grand africaniste, compris qu'ensemble, les pays africains peuvent changer l'Afrique. D'autre part, il a appelé l'Égypte à s'unir à la RDC pour prévenir la crise internationale qui les 2 décennies et de pays dans la recherche de l'accès à l'eau. Plus d'une centaine de leaders politiques experts du monde se réunissent depuis hier au Maroc pour discuter sur les enjeux politiques et économiques actuels. La 6e édition du Forum international Medeis a ouvert ses portes. La première Judith Souminois, telle qui porte la de l'RDC à ses travaux, elle a vanté les ressources naturelles de son pays et son rôle à jouer dans la transition énergétique du continent africain. Chimendo. Ville balnéaire du Maroc accueille la 16e édition du Forum international Medeis, un événement qui réunit des leaders politiques et des experts du monde entier pour discuter des enjeux politiques et économiques actuels. La responsabilité de son allocution, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a mis en lumière les ressources de son pays, présentant non seulement comme des atouts économiques, mais aussi comme des leviers puissants pour promouvoir des politiques de collaboration et d'échanges mutuels bénéfiques. Au cœur de l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo est un pays riche en ressources naturelles et en potentiel, avec un territoire vaste et des terres fertiles. Nous avons la responsabilité, mais aussi l'opportunité de jouer un rôle clé dans le développement économique et la transition énergétique du continent africain, ainsi que dans la lutte contre les défis mondiaux que sont le changement climatique, l'insécurité alimentaire et la croissance inclusive. Chef du gouvernement RDC, son pays aspire à bâtir un avenir résilient, non seulement pour son peuple, mais également pour l'ensemble du continent africain. Elle a évoqué la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à créer plus d'emplois et à protéger le pouvoir d'achat de ménages, en vue d'améliorer les conditions de vie des Congolais. L'Afrique ne peut se développer sans la paix. La stabilité et la sécurité sont les fondations sur lesquelles nous devons bâtir notre avenir. Il est impératif que chaque nation et l'ensemble du continent œuvrent pour instaurer un climat de paix durable, condition essentielle à notre prospérité collective. Judith Suminwa Tuluka a lancé également un appel à tous les leaders les exhortant à agir face à l'insécurité persistante dans l'est de la RDC par les troupes rwandaises causant la mort de milliers de Congolais. Ces forums constituent une occasion pour la RDC de renforcer ses relations bilatérales avec le Maroc, 2 pays unis pour des intérêts communs dans divers domaines. La RDC s'élance un nouveau défi. C'est à 21% ses émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2030. Défi lancé au cours de l'atelier national sur les perspectives de révision de la contribution à l'échelle. Les experts du secteur se réunissent depuis le mercredi à Kinshasa pour mettre en place de nouvelles stratégies, comme nous dit Marie-Louise Mbela dans son reportage. Dans ses engagements climatiques, la RDC s'est résolue à réduire sensiblement ses émissions de gaz à effet de serre de 21% d'ici 2030. Définie dans sa contribution déterminée au niveau national CDN. Conformément à l'accord de Paris, le gouvernement de la République est appelé à soumettre une nouvelle CDN en début de l'année 2025. Pour Sarrois, l'urgence s'impose, d'où l'organisation à Kinshasa
atelier national qui a réuni les participants venus de tous les coins de la RDC pour réimaginer à travers des réflexions et échanges la CDN de la RDC, action contre le changement climatique en vue de soutenir une ambition climatique accrue dans les pays. En 2025, en février, les pays doivent leur CDN révisé. Donc nous nous sommes sentis dans l'obligation, nous sommes une organisation régionale avec beaucoup d'expérience avec d'autres pays qui sont en train de réviser leur CDN avec qui nous travaillons. Nous nous sommes décidés aussi de contribuer à la révision du CDN de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le Congo c'est un pays important dans la recherche de solutions au changement climatique. Nous devons tous travailler ensemble pour donner un caractère national à ce CDN. Nous voulons aussi que la République démocratique soit inclue dans le partenariat énergétique juste. Là où nous avons l'Indonésie, nous avons les Philippines, nous avons le Sénégal et l'Afrique du Sud. Nous pensons que la République démocratique du Congo, avec tous ses atouts, doit faire partie de ce groupe-là pour recevoir ce financement. Sarwa, c'est une organisation non gouvernementale régionale qui milite pour la promotion de l'utilisation responsable des ressources naturelles en Afrique, la protection des droits humains, de l'environnement et de la biodiversité. Elle ne ménage aucun effort pour apporter sa contribution en vue d'aider la RDC à produire une CDN révisée et inclusive avant la date butoir. C'est aujourd'hui que la nouvelle politique forestière nationale modifiée sera sortie du chantier. Réunis depuis le mercredi dernier, les membres de différentes sociétés civiles font de retouches de cette politique forestière. Pour eux, l'actuel document n'a pas d'accent sur la participation des communautés locales dans le processus de l'observation des forêts. redépendants. On dit un peu plus. La version initiale de la politique forestière nationale, FPN, nécessite une révisitation qui doit permettre aux organisations de la société civile d'apporter une contribution de taille. Les participants, experts du secteur de l'environnement, se sont retrouvés à Kinkole pour occulter les drafts et y apporter des corrections essentielles en vue de rencontrer les objectifs fixés. Précision des experts. Oui, l'initiative est louable. On peut préparer un document, mais on ne voit pas certaines erreurs. Et pour que la politique soit priée par tout le monde, il faut écouter les uns et les autres pour relever certaines faiblesses et leurs suggestions en vue de noter dans ces documents qui va concerner tout le monde. La société civile a déjà une note argumentaire. Elle a identifié l'acquis qui est encore dans l'action initiale de la politique forestière nationale. Le présent atelier a réuni un grand nombre de la société civile congolaise pour davantage décortiquer les deux documents qui nous ont été disponibilisés par la cellule de commission de l'élaboration pour que nous puissions apporter toutes les reformulations. Ce document devrait mettre l'accent sur la participation des autorités locales à travers des processus où nous sommes très actifs, entre autres la forêt communautaire, la conservation communautaire et l'observation indépendante. Démarré le 27 novembre 2004, ces assises vont se clôturer le 29 novembre prochain. Une quarantaine de personnes ont subi des interventions chirurgicales gratuites pour la réparation de la fente des lèvres de la bouche connue sous le nom de bec des lièvres. Les interventions se sont déroulées à la clinique Kongalima par des médecins congolais et kenyans. Ces patients sont venus de la province du Kwilu, Kwango, Bandundu et Kasaï, comme nous dit Grace Maus. 43 patients au total venus des provinces du Bandundu, Kasaï, Congo central, Kwilu, Kwango et autres ont bénéficié de la prise en charge des opérations gratuites fente labiale et palantine, autrement appelée bec de lièvre. Ces opérations ont été faites par les médecins de la République démocratique du Congo et du Kenya. Nous avons un programme continu, nous opérons chaque mois et bientôt nous allons reprendre ces activités mensuelles. Nous allons communiquer, nous allons passer par la presse et tout le monde sera fixé.
à Lubumbashi, nous opérons chaque mois. Nous avons quand même un grand nombre de patients qui sont en attente. Nous allons les programmer de façon séquentielle et tout le monde sera satisfait. Nous allons quand même redonner sourire à tous ces enfants. Les organisateurs ont retracé dans les grandes lignes le déroulement de cette campagne d'assistance aux patients affectés par le bec des lièvres. Les enfants qui viennent sont accueillis par l'équipe qui commence par les identifier, prendre les noms des parents, connaître leurs origines, leur culture. Ensuite, ils sont adressés sur la table des nutritionnistes. Fente labiale et palantine sont des malformations congénitales, ont plusieurs causes souvent combinées, notamment les facteurs génétiques, environnementaux, hormonaux, mécaniques et tant d'autres. Le chef de l'État séjourne dans la province du Tanganyika. À son arrivée, le militant de plusieurs partis politiques lui ont réservé un accueil fou. Le militant du parti Action pour la développement du gouverneur Jacques Kiaboula était aussi visible. À Kalemi, dans la province du Tanganyika, au siège de l'Action pour la rupture et le développement ARDEV, les militants se sont mobilisés dès les petites heures du matin pour accueillir le président de la République, Félix Tshisekedi, attendu pour présider la 11e conférence des gouverneurs. Le parti cher au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe, a réservé un accueil chaleureux aux garants de l'action. Un membre de l'ARDEV explique. Aujourd'hui, vous avez vu toutes les artères de la ville de Kalemi décorées aux couleurs ARDEV. Donc, c'est grâce au pragmatisme et au savoir-faire de notre visionnaire, de notre autorité morale et président national, son excellent Jacques Kalemi. ARDEV est là, derrière le président de la République. Il n'y a pas un seul parti qui a élevé des drapeaux comme nous. Il n'y a pas un seul parti qui a mobilisé des membres comme nous. Nous sommes plus de 13 000 membres mobilisés, c'est du jamais vu. Sur le boulevard Lumumba, c'est l'effervescence. De part et d'autre, le long de la route de l'aéroport jusqu'au stade, il y a des banderoles et des drapeaux de l'ARDEV, des dizaines d'affiches de bienvenue au président Tshisekedi. Des militants de l'Union sacrée et plusieurs autres habitants se sont massés le long de la route pour saluer l'arrivée du chef de l'État à Kalemi. Le gouverneur Jacques Kiaboula, comme ses collègues gouverneurs, étaient présents sur les lieux du meeting. Révision ou changement de la Constitution, le parti politique Congrès national des Congolais de Pius Mwabilou s'aligne derrière cette initiative du chef de l'État. Au cours d'une conférence de presse, son président national intérimaire l'a confirmé. Regardons. La population donne de plus en plus de voix pour exiger la révision ou le changement de la Constitution. Le Congrès national congolais de Pius Mwabilou vient lui aussi donner un coup de pouce à cette initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cette conférence de presse, son président national intérimaire, Meshak Mandefou, qualifie l'actuelle Constitution d'une œuvre des étrangers. Le Congrès national congolais en veut pour preuve le fait que l'actuelle Constitution a été la plus de 60% calquée sur celle des pays étrangers. Non seulement elle a été conçue de l'extérieur, mais elle a été également débattue par les non-élus. L'actuelle loi fondamentale maintient encore le flou sur la question de l'abandon partiel de la souveraineté et le problème des nationalités a-t-il renchéri. La Constitution du 18 février 2006 pose un certain nombre de problèmes qu'il faut apporter des solutions idoines, notamment la question relative à la nationalité, la question relative à l'élection ou au scrutin des gouverneurs ainsi que les honorables sénateurs. La question de cession d'une portion de la souveraineté de notre État par les étrangers. Changement ou révision de la Constitution, le dernier mot reviendra au peuple souverain, véritable détenteur du pouvoir, à lâcher Meshak Mandefou avant de boucler cette conférence de presse.
C'est fini pour ce journal de 7 heures. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba, Moukoumina Sedouga, réalisé par Mamita Bangoulou, André Njeka. La partie technique a été assurée par Guy Nteka, Alain Ngalia, Henri Alimassi. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h30 pour le journal de la mi-journée. À très bientôt.